Bonsoir Cécilia Gabizon, vous êtes journaliste à Media Maker. Yannick Halimi nous a rejoint également, rédacteur en chef adjointe du Parisien. Et puis Bruno Bernard, vous êtes consultant politique. Alors vous le savez, sur LCI ce soir, interview de Nicolas Sarkozy depuis Berlin par Vincent Hervouet. Il a parlé évidemment du Brexit britannique. Et on va le réentendre, il dit, l'ancien président, laissez les Anglais choisir, ne nous en formalisons pas et n'entrons pas dans le débat. Écoutez. C'est pas à moi de le juger. Disons qu'il a pris un risque, j'espère qu'il va l'emporter. Je pense que tous ceux qui ont appelé les Anglais à faire un choix ou un autre ont plutôt été contre-productifs qu'autre chose. Laissons les 60 millions d'Anglais se prononcer. On respectera leur choix, on verra les conséquences à en tirer. Si, ce que j'espère profondément, les Anglais restent, nous devrons malgré tout poser sur la table du Conseil des chefs d'État européens un nouveau traité pour refonder le projet européen. Yannick Halimi, curieux quand même, un ancien chef de l'État français qui ne va pas plus loin que ça pour dire les Anglais doivent rester, doivent faire partie de l'Europe. Qui décide ? Écoutez, non, moi je suis étonnée que vous soyez étonné. Moi, ça me suscite... François Hollande, dans le même temps, dit il faut que les Anglais restent. Oui, d'accord, mais justement, Nicolas Sarkozy n'est pas en exercice et il est dans son rôle en disant écoutez, il y a un référendum, c'est au peuple sollicité et interpellé de répondre. Ce qui est amusant, quand même, deux choses, justement, une fois qu'on a dit ça, c'est que vous vous souvenez que lorsque le référendum en France sur l'Europe et sur le traité constitutionnel de 2005 a débouché sur le non, Nicolas Sarkozy a eu beau jeu ensuite avec la négociation du traité de Lisbonne de revenir dessus, donc ça fait un petit peu sourire. Et moi, ce que je trouve très intéressant d'un strict point de vue politique française, c'est que justement, vous parlez de François Hollande comme le président effectivement de la France, mais on a l'impression que là, Nicolas Sarkozy se souvient très fortement ou alors se projette en avant. On a l'impression quand même qu'il parle comme un chef d'État. Et il dit même il va y avoir un nouveau traité. Et en plus, effectivement, voilà. Vous faisiez passer les images tout à l'heure avec Angela Merkel qui annonce une nouvelle initiative comme si elle venait de discuter avec le chef de l'État français. Donc, Cécilia Gabizon là-dessus. Oui, c'est là pour le coup, il joue de manière intéressante. Il n'aurait aucun avantage à se prononcer sur le Brexit. C'est à tous les coups perdants parce que quelle que soit la réponse, de toute façon, il n'aurait pas suivi le conseil de Nicolas Sarkozy. Et puis, c'est pas une prise de position qui est suffisamment forte pour les Français. Est-ce que les Français sont vraiment impliqués dans le Brexit ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question en réalité très profondément intéressante, mais on peut pas dire que les citoyens français se passionnent pour la question du Brexit. Donc, en plus, le Royaume-Uni a toujours un rôle assez étrange entre le fait d'être dans l'Europe mais de ne pas être dans l'euro. On peut s'en passer, l'euro devient de plus en plus fort. Donc, il n'avait pas intérêt à prendre position sur... pour un ancien chef d'État français qui a toujours soutenu l'Europe. Alors, si on était dans des convictions de défendre l'Europe et la construction européenne à tout prix, et s'il était en exercice, il devrait se prononcer. Bruno Bernard ? Je pense que Nicolas Sarkozy est un euro-réaliste qui a été converti à l'usage de sa présidence entre 2007 et 2012. Donc là, il joue les réalistes à nouveau et puis il se préserve pour l'avenir. Et puis il a vu Obama sortir sur le sujet en menaçant les Britanniques d'être relégués je ne sais où en cas de Brexit. Il a vu Macron faire de même, les reléguer au niveau de Guernesey si jamais ça se passe comme ça. Je pense que voilà, il a beau jeu de le faire. Après, on est quand même dans le b.a.-ba du respect de la démocratie. Enfin, voilà, si jamais les politiques étrangers étaient venus nous voir, même s'ils ont essayé en 2005 en nous disant attention, si vous votez pas bien, on va vous punir. Comment le peuple français aurait réagi ? Ce qui est très intéressant aussi, effectivement, vous l'avez dit, c'est qu'il parle comme le futur candidat à la primaire et à la présidence. Là, il parle même comme quasiment un président en exercice et il en profite pour tacler son successeur. Écoutez. J'ai dit d'ailleurs à Mme Merkel que jamais j'aurais accepté qu'elle parte au sol négocier avec M. Erdogan. Jamais je n'aurais accepté que M. Obama vienne en Europe. Il s'arrête à Londres, puis il s'arrête à Berlin. Il ne s'arrête pas à Paris. Où est la France ? Vous trouvez ça humiliant ? Je trouve ça humiliant pour l'idée que je me fais de la grandeur de notre pays. Et je trouve ça dramatique parce que l'Europe a besoin d'un leadership. Le leadership, ce n'est pas un droit.
C'est un devoir. Allez, pan sur François Hollande, c'est quoi? C'est de bonne guerre? Oui, c'est de bonne guerre. Pan sur François Hollande. De toute façon, François Hollande, Emmanuel Valls, en l'occurrence, lui avait offert du pain tout frais, là, parce qu'ils ont fait effectivement pas mal d'erreurs. Dans la gestion mais en des gros, affaires européennes et dans le couple franco. Leadership français, où est la France? On est complètement isolé. Réaction là-dessus? En fait, le leadership réel en Europe, c'est l'Allemagne. Hein. Oui. La France essaye de s'y coller à chaque fois, mais dans les faits, voilà. Alors là, c'est avéré et réel, puisque effectivement, c'est Merkel qui va négocier directement avec Erdogan. Sarkozy a beau s'agiter là à la télévision, je pense que s'il avait été en responsabilité, le leadership serait resté entre les mains. Il aurait eu le même problème. Mais oui, vu les liens très proches en plus de l'Allemagne et de la Turquie. Mais bien sûr, et la réalité de la puissance allemande en Europe comparée à la faiblesse française. Alors peut-être tout de même, pardon, excusez-moi, vu les positions de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de la Turquie, dont on sait qu'il refuse toute tentative d'introduction. Voire même de négociation. Hein. Oui, absolument, exactement, de négociation. Il aurait peut-être sur ce plan-là, évité d'arrondir les angles et peut-être de négocier différemment avec la Turquie, de la façon dont l'a fait. Service, ça c'est sûr. Voilà, dont l'a fait Angela Merkel. Nicolas Sarkozy, qui, vous le savez, veut un Schengen 2. Hein. Oui. Écoutez ce qu'il en pense. Dans le Schengen 2, pour y adhérer, il faudra au préalable adhérer à une politique d'immigration commune. Je pense qu'en 2 mois, pour régler l'affaire, il s'agit de se mettre autour d'une table, créer un gouvernement de Schengen composé des ministres de l'Intérieur européens qui éliraient un président. Il y aurait donc un Euro-Schengen comme il y aura un Eurogroupe, mais à ma connaissance, il n'y a personne qui s'occupe de la politique d'immigration qui ne peut pas rester dans les mains d'un obscur commissaire européen avec un portefeuille grand comme un timbre-poste. Je souhaite d'ailleurs que Frontex soit rattaché à cet Euro-Schengen 2. Allez, deuxième pan sur François Hollande. Personne ne s'occupe de l'immigration et de la politique de l'immigration. Là encore, c'est comme s'il était aux affaires. Hein. Oui, enfin, il a un peu oublié qu'il l'a été, en fait, aux affaires. Oui, et que Schengen 2, bon courage, comme disait Bruno, c'est, voilà, si aujourd'hui la politique migratoire en Europe, c'est un immense problème, une immense difficulté à mettre tout le monde d'accord, et que quand Nicolas Sarkozy était aux affaires, c'était tout aussi difficile. Mais effectivement, de toute façon, il pose les bonnes questions, parce que dans la construction de l'Europe, aujourd'hui, il y a ces étapes dont la politique migratoire, c'est pas la seule politique nécessaire pour la construction de l'Europe, hein. Mais dans la politique migratoire, on voit. Mais là, il joue sur du velours face à une opinion qui voit déferler les réfugiés. Non, mais en fait, c'est assez intéressant parce que finalement, il se recrédibilise comme chef d'État, effectivement, en allant à l'étranger, qui est normalement effectivement le terrain régalien du chef d'État. Même si on n'a pas d'image du huis clos et du déjeuner Merkel-Sarkozy. Oui, enfin, ce que je voulais dire, effectivement, il se positionne peut-être comme un futur ou déjà chef de l'État, mais attention, Nicolas Sarkozy, il sait où il est. Hic nunc, et il est dans la course à la primaire. Or, il sait, des Républicains, il sait très bien qu'il y a une partie, une frange de son électorat, à la droite de la droite, qui est, sinon europhobe, en tout cas extrêmement eurosceptique. Et je reviens sur la position, les premières questions que vous posez sur pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit de façon catégorique, mais messieurs les Anglais, restez avec nous, parce qu'il ménage justement une réponse en 2 temps, en prenant acte effectivement qu'il a été un grand Européen, mais qu'il a des projets pour réformer cette Europe qui ne convient à pas grand monde et surtout pas à une frange de son électorat. Le Schengen 2, c'est quand même un machin un peu électoraliste. Il a déjà essayé de le sortir en 2012 pendant sa campagne. Oui, absolument. Je ne suis pas sûr que la frange eurosceptique qui se réjouirait d'un Brexit soit très favorable à un Schengen 2, parce que ça fait, on va renégocier un nouveau traité, on n'a pas besoin de nouveaux traités en Europe. Voilà. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il joue quand même sur le côté foncièrement pro-européen, et il a été un grand président du Conseil de l'Europe au moment de la crise financière, et ça je crois que même ses opposants lui reconnaissent, mais il joue quand même effectivement au-delà des modalités et des limites ou de l'imprécision de ses projets, il joue quand même la primaire à droite en se positionnant sur une réforme à venir des institutions et du fonctionnement de l'Europe. Son argument principal, c'est de dire, moi j'aurais fait ça et mon concurrent, mon successeur est complètement absent des questions européennes. C'est ça son argument. Il existe
paraît-il, une règle qu'on ne critique pas la politique ou Là, on en est loin. Les élus de la République à l'étranger. Ouais. Visiblement, ça n'a pas été respecté. Mais bon, oui, comme vous dites, il mène sa campagne. Et donc, dès qu'il peut allumer François Hollande et consorts, il le fera. De toute façon, vous avez bien vu, il se met qu'au niveau, il se met même pas au niveau du président de la République, il se met au-dessus. Le président de la République n'existe même pas pour lui. Voilà. C'est à peu près l'impression qu'on a. Allez, autre thème d'actualité, et force est de constater que ce soir, c'est encore un petit peu l'incertitude. Manif ou pas manif de la CGT et des 7 syndicats contestataires jeudi à Paris. Alors, ils étaient reçus ce matin à la préfecture de police, puis cet après-midi, c'était au tour des syndicats de police. Bernard Cazeneuve a fait des propositions, manifestation statique, voire peut-être un autre parcours. Est-ce que le pouvoir a raison de mettre des freins et de dire non, attention, c'est trop dangereux, les policiers sont crevés, et puis on est en état d'urgence, et puis il y a l'euro. Je pense qu'effectivement, toutes les raisons que vous venez d'évoquer, le gouvernement les a dans l'esprit et maintenant dans les mots. C'est pas un déni de démocratie, donc, d'interdire une manifestation. Écoutez, non, ça a déjà eu lieu. De toute façon, tout cela est, serait motivé, contrôlé, a posteriori, motivé ex ante. Donc là, je ne pense pas qu'il faille agiter. Effectivement, c'est une critique que formulent beaucoup de gens, notamment à gauche. Le pouvoir est dans son rôle de mettre des freins et de dire attention, ça ne va plus. C'est trop tard, c'est-à-dire que l'inondation a déjà eu lieu, quoi. Donc ils peuvent essayer de mettre des freins dans la mer, mais la mer est déjà passée. Là, ils sont en train de vouloir nous recréer une nuit debout avec des militants CGT. Voilà, c'est un peu l'idée du pouvoir, ça n'a aucun sens. Il y a déjà eu la casse, évidemment les policiers sont excédés, il y a eu énormément de blessés pendant ces manifestations. Et donc maintenant, après que l'incendie est pris et que la maison est quasiment brûlée, on essaye de choisir la moins pire des solutions. Je pense qu'ils sont là-dessus, ils sont totalement décrédibilisés. Cécilia Gabizon. Moi, c'est incroyable parce qu'effectivement, il n'y a plus de bonnes solutions. En l'état, il n'y a plus de bonnes solutions. Mais est-ce que on peut à un moment donné juste dire stop, quoi? Ça veut dire d'avoir les rues ravagées, les boutiques défoncées, les hôpitaux cassés, en tout cas un hôpital cassé à chaque manifestation. Est-ce qu'on peut dire stop et sortir de cette culture du bras de force des deux côtés, qui est la culture française, c'est-à-dire on arrive, c'est pas une culture du réel, on veut l'emporter, on veut gagner par un chaos, on veut mettre l'autre chaos. Mais aujourd'hui, quand on parle de contrat de travail, quand on parle d'économie, mais ça serait une construction, c'est de la social-démocratie à petits pas, c'est de la construction ensemble, peut-être c'est moins noble, il y a moins de panache, c'est pas la grande révolution, mais on n'aurait pas une solution où ça serait oui ou non. En plus, on n'y comprend plus rien à la loi travail telle qu'elle a été transformée. Mais on n'est pas du tout dans la culture à l'allemande en France. Voilà, et donc là, on est dans le bras de fer. Donc chacun, à coup de testostérone, veut l'emporter et ne veut pas céder. Moi, je proposais, il n'y a pas si longtemps, pour l'instant, suspendre la loi et rediscuter. S'il n'y a pas les conditions pour résoudre, pour convaincre, pour rallier, on est sur des sujets aujourd'hui trop complexes. Le problème, c'est je pense qu'au-delà de la méthode, du défaut de pédagogie, du manque total au début de négociations et de discussions avec les partenaires sociaux, je pense qu'aujourd'hui, sauf si le gouvernement recule véritablement, ou alors la CGT, Force ouvrière, les autres syndicats qui sont dans la rue, je pense qu'il y a un état de fait qui est que sur ce fameux article sur les contrats d'entreprise, il y a de fait une fracture réelle, qui n'est pas seulement politique, politicienne ou de posture. Il y a une fracture réelle entre une partie de la France et l'autre partie, parce que c'est vrai cet article-là risque de dessiner véritablement et profondément des nouvelles relations sociales, ce qui n'est pas anodin. Sauf qu'on a deux sujets là. On a aussi l'opinion qui comprend les arguments d'un ministre qui dit attention, la dernière fois il y avait 800 casseurs, on ne peut pas tolérer ça. Le maintien de l'ordre. Oui, bien sûr. Tenez, écoutez Bernard Cazeneuve, puis on en reparle juste après. La manifestation de jeudi, si elle doit être organisée, ne peut pas l'être dans des conditions où il y aura de nouveau des violences. C'est la raison pour laquelle j'ai invité les organisations syndicales, elles étaient encore ce matin chez le préfet de police, à discuter des modalités d'une organisation qui permette de garantir la sécurité. Et au terme de l'aboutissement de ces discussions, je prendrai mes responsabilités. Là, il est dans son rôle, le ministre de l'Intérieur. Oui, ça fait depuis un mois qu'il nous dit qu'il va prendre ses responsabilités. Ouais. Il y a un moment où il faut les prendre. Ouais. Là, on a affaire à des casseurs ultra-violents style Black Bloc qui débarquent de l'étranger juste pour casser.
Ils n'ont rien à faire de la loi travail, ils ne parlent même pas français, ils ne comprennent pas de quoi on parle, ils sont juste là pour se faire des flics. Voilà. Et le ministre de l'Intérieur nous explique, après je ne sais pas combien de manifestations, qu'enfin il va prendre ses responsabilités. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a du laxisme, parce qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome Malik Oussekine, il ne faut surtout pas de mort, donc on tape pas fort. Non, je pense que c'est la chèvre et le chou, quoi, permanent. Si on suit votre logique, le syndrome... Non, mais c'est ce qui a été dit à un moment, y compris par les syndicats de police. Ils ont tellement peur qu'il y ait un mort de la part de la non-réponse, peut-être de la part des policiers. Oui, effectivement, il y a Malik Oussekine, et puis il y a le fait que c'est quand même la gauche qui descend dans la rue contre la gauche, donc c'est très difficile. Oui, le PS est naturellement gêné par le fait d'être contesté par la CGT. Fondamentalement, alors je ne vous dis pas que si ça avait été une manifestation de droite, par exemple, pour le mariage pour tous, il n'y aurait pas eu les mêmes consignes, et je crois qu'il y a eu effectivement les mêmes consignes, mais le gouvernement... Ils étaient plus violents quand même, les policiers, sur les manifestants un peu excités de la manif pour tous. Ils étaient peut-être plus violents, mais le gouvernement, effectivement, en tout cas, dans la situation actuelle, est coincé sur le fond, politiquement, parce qu'il y a une partie de la gauche, c'est-à-dire quand même de son camp, qui est dans la rue, et puis là, dans les mesures, comme disait Cécilia, la moins pire, c'est-à-dire on voudrait bien interdire, on pense qu'il y a un risque, donc qui nous justifierait à interdire, mais finalement on ne le fait pas, parce que c'est vrai que c'est la CGT et c'est une partie, entre guillemets, de nos électeurs qui sont dans la rue. C'est compliqué pour l'opinion publique, de droite comme de gauche, d'interdire une manifestation. Ils sont coincés par tous les bouts qu'on prenne. D'un mot, troisième sujet, on a appris par une étude aujourd'hui que la pollution faisait 48 000 morts par an en France, pratiquement autant que le tabac ou l'alcool. Est-ce qu'on sous-estime complètement le problème côté politique ? Alors complètement, mais c'est pas que... Alors côté politique bien sûr, mais côté citoyen aussi, parce que la pollution c'est nous tous, en certain sens. Et donc bien sûr, c'est le sujet, c'est chiant. Personne n'a envie de se pencher sur c'est un peu technique. Et en plus, ça contrevient à nos modes de vie, à tout ce qu'on aime. Se balader en bagnole, prendre l'avion, avoir de l'électricité. Mais regardez les levées de boucliers sur la fermeture de la rive droite à Paris ou l'élimination des vieilles voitures. Les Français donc râlent, l'écologie, sont pas d'accord. L'écologie, on est pour, mais on est contre. Oui, mais pourquoi aussi ? Moi, je me mets à la place, je suis une automobiliste, alors je vais la jouer, je ne sais pas non politiquement correct. Il ne faut jamais l'avouer. Tant pis. Mais lorsque vous regardez les causes, l'origine de ces particules fines là, qui sont contestées... Il y en a beaucoup, des causes. Oui, il y en a énormément. Il y a le chauffage, il y a le diesel, il y a l'agriculture. Justement, en gros, c'est l'homme. L'automobile arrive en 4e position, derrière le chauffage urbain, l'agriculture et l'industrie. Et l'automobile arrive bien derrière. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Bien évidemment, il y a des mesures qui sont prises. Il faut prendre le vélo, il faut se chauffer. C'est bien quand on est en famille, c'est bien de monter à 4. Mais il y a quand même, il y a une chose intéressante. En France, pendant longtemps, on n'a pas du tout examiné la question de l'énergie parce qu'on avait notre nucléaire. Et donc, on n'a pas travaillé la question des nouvelles énergies. On a même bloqué le développement de nouvelles énergies, d'énergies renouvelables. Là, c'est l'énergie des transports aussi. Voilà. Or, c'est une question fondamentale pour l'écologie, pour la santé. Et aujourd'hui, quelque part, on va se reposer la question de l'écologie, non plus simplement en termes économiques, mais en termes de santé publique. Et je pense qu'il va falloir, ça va réorganiser. Pour l'instant, il y avait une sorte de... C'est les écolos, et dans un certain sens, les écolos, un peu la décroissance. C'est de moins en moins, les écolos, maintenant. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça va devenir la problématique de tous. Et en termes de santé, tout d'un coup, il va falloir repenser aussi des modes de vie. Alors, je voudrais faire 2 secondes, parce que nous, on soutient les énergies renouvelables. Pas 2 secondes, une. Voilà. C'est qu'en fait, il y a la possibilité aujourd'hui, déjà, de prendre de l'énergie renouvelable chez soi. Et il y a des pays qui fonctionnent avec des énergies renouvelables, comme le Chili. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Ça, c'est mon petit côté. Vive le Chili. Voilà, vive l'énergie. On va tous aller vivre au Chili. Merci beaucoup. On va se faire tatouer respirez-tu là sur le nez. Voilà. Merci à vous. Tout de suite, vous avez rendez-vous après la pub avec Vincent Hervouet, interview exceptionnelle de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy depuis Berlin avec un Cival Monde. On se retrouve juste après pour le grand journal à 19h.